Donc, pas d'ordre spécial dans le... Donc, je vous invite à prendre chacun un micro. Et ce qu'on va faire, c'est comme on est sur une introduction à cette journée sur la rénovation et zéro carbone, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être déjà de vous présenter, puis de présenter surtout l'organisation que vous représentez, puisque Isabelle Dieu, vous êtes présidente de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, et que Joël, vous êtes président de la Fédération nationale des CAUE, mais aussi du CAUE, 74, Haute-Savoie. Donc on a beaucoup de Haute-Savoyards, parce que vous êtes tous les deux de Haute-Savoie. Donc Isabelle, je vous laisse peut-être commencer pour l'Ordre des architectes. Oui, bonjour. Donc moi je suis avant tout architecte des PLG. J'exerce en montagne à Megève, non loin de Joël. Là on est dans le même territoire. Je suis élue de l'Ordre des architectes depuis 2017. Ensuite j'ai pris la vice-présidence juridique et désormais je suis la présidente. Je suis très fière de représenter cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes qui est riche en matières premières. Et l'Ordre agit énormément pour le bien de nos confrères et pour les accompagner dans cette rénovation énergétique. Et Joël, un petit mot sur les CAUE ? Oui, donc Joël Beaugrasset, je suis conseiller départemental en Haute-Savoie, élu depuis 2001, président du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui est une structure financée par la taxe d'aménagement et qui est présidée par un élu et qui a pour fonction de sensibiliser, former, accompagner tous les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, dans l'acte de construire. On est toujours en amont des projets et il y a un CAUE par département, sauf dans la Loire où il n'y en a pas parce que c'est historique. Mais enfin bon, voilà. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, j'espère. Et s'il y a des personnes de la Loire, intéressez-vous au sujet. Et puis, le CAUE de Rhône Métropole est très actif sur le territoire 69. Également sur la Haute-Savoie. Nous avons une vingtaine de collaborateurs en Haute-Savoie. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est environ 120 personnes qui sillonnent le territoire, qui sont à la fois des architectes, des urbanistes et des paysagistes. Donc avec cette approche transversale, et je rajouterai quelque chose de complémentaire qui fait le lien aussi avec la journée d'aujourd'hui, c'est que nous travaillons aussi sur les questions culturelles, de sensibilisation et d'approche culturelle de l'architecture, des espaces, des façons d'appréhender le territoire et la façon de vivre aussi son territoire. Alors comme vous le voyez à l'écran, on devait avoir aussi Marjolaine Ménier-Millefer qui devait être parmi nous, mais qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible puisqu'elle a beaucoup d'autres obligations. Donc on a une petite vidéo de sa part pour ouvrir aussi cette journée Énergie Meeting. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse d'abord les échanges entre Joël et Isabelle, et puis on diffusera à la fin la vidéo de Marjolaine. Pour revenir sur le Conseil régional de l'Ordre, et puis l'Ordre des architectes en général, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez fait part d'un plaidoyer sur l'architecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et faire un petit focus sur la partie rénovation, étant donné qu'on est sur la plénière rénovation ? Oui, alors en janvier l'année dernière, non, janvier 2022, l'ensemble des élus architectes se sont réunis, tous les élus architectes nationaux se sont réunis et on a travaillé sur cette question de la rénovation énergétique, du bio et du géosourcé. Il en est ressorti un plaidoyer, le plaidoyer de l'architecture, qu'on diffuse, qu'on a transmis désormais aux préfets, aux députés. Ce plaidoyer, vous pouvez le constater. Donc il aborde différentes problématiques. Nous, au niveau de notre conseil, comme on a une très belle région, très riche dans son territoire et dans ses matières premières, nous avons axé notre travail sur la rénovation énergétique et sur la matière première, à savoir le géo et le biosourcé. Depuis plus de 20 ans, l'Ordre des architectes dit qu'il faut faire l'architecture des moins de 100 km. Il faut en effet relançons les filières locales. Et aux côtés de Joël, la dernière fois, on s'est retrouvé à Hauteville avec cette très belle carrière justement qui correspond à notre plaidoyer, relancer les filières courtes pour permettre aux architectes de construire à moins de 100 km. Ça, c'est vraiment un axe de travail très fort. On a construit les architectes sur le territoire, on construit 80% de l'existant. Enfin, de tout ce qu'il y a, ça correspond à 80% du droit à construire, il reste 20%.
Donc il faut absolument qu'on se concentre sur les bâtiments existants. La rénovation et les architectes sont force de proposition à ce niveau-là. Et voilà. Joël, justement, quand on parle de biosourcés, géosourcés, de patrimoine, je sais que c'est des sujets que vous portez. Alors, je vais faire le lien déjà par rapport à mon métier, puisque je suis vraiment une personne atypique, mais c'est parce que je suis un élu, je suis agriculteur. Donc, pour moi, l'architecture de cueillette, comme vous venez d'en parler, ça me parle. C'est-à-dire que les bâtiments agricoles de mes ancêtres qui ont été construits dans mes villages de montagne correspondaient à cette architecture de cueillette à 5 km. C'est même moins que ça, puisqu'on prenait les matériaux locaux, on les assemblait et on en faisait à la fois le refuge pour habiter, pour abriter les animaux, les récoltes, et vivre et construire le village, les hameaux et autres. Donc ça, typiquement, aujourd'hui, on vient repenser et contextualiser ou même complexifier certains modèles où en fait c'était inné par rapport aux indigènes qui vivaient dans un territoire, ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. Donc aujourd'hui, on se met à discuter et faire des grandes réflexions par rapport à cela. Il suffit simplement de se dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en magasin, et comme la présidente le dit là, on a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir des matériaux à disposition, mais effectivement ça va re-questionner aussi tout le modèle, ne serait-ce que les questions de gisement. Donc ça veut dire qu'il faut reparler avec l'Adréal, parce que ça veut dire qu'on réouvre des carrières où on permet l'exploitation de nos gisements locaux pour arriver à fournir en matériaux et pas forcément aller chercher très loin. Moins transformer des éléments, parce que ça veut dire que si on veut moins utiliser de carbone, ça veut dire que c'est moins transformer d'éléments, moins élaboré, beaucoup plus simplifié, mais c'est ça aussi la sobriété. Et puis, puisqu'on est dans un bâtiment patrimonial, il faut se poser la question du patrimoine. Alors le patrimoine, certes, très ancien comme celui-ci, qui est emblématique, mais aussi le patrimoine vernaculaire, le patrimoine commun, le patrimoine du XXe, toutes ces constructions importantes qui ont été la construction béton, comment est-ce qu'on l'appréhende et comment est-ce qu'on la requalifie, comment est-ce que ces espaces-là, comme l'a dit le président tout à l'heure en ouverture, il y a de l'humain à l'intérieur, c'est-à-dire que si on fait de la rénovation de bâtiments aussi, on est en site occupé. Donc comment est-ce qu'on fait pour être en site occupé, pour sensibiliser les habitants? Donc c'est là aussi l'intérêt d'un CAUE. Et c'est pas forcément faire à chaque fois table rase et repartir sur du neuf, parce que effectivement la question du carbone va entrer en jeu et on va se dire que le fait de déconstruire peut faciliter, mais par contre on va à nouveau générer du carbone pour reproduire la même consistance ou une variante de cette consistance-là. Et d'où intervient aussi la question culturelle, c'est de se dire le récit du lieu. Même dans les grands espaces avec ces grandes barres, de tout supprimer, c'est aussi tirer un trait sur une période, sur un lieu de vie d'une génération. Et donc c'est plutôt recomposer ces lieux avec, j'ai en tête là dernièrement un reportage que j'avais vu à Nancy, un bailleur social qui a prévu de prendre une grande barre d'immeuble, il la redécoupe en 3 parties seulement, donc il en laisse 3 parties, il en enlève au milieu pour ajourer, espacer. Et puis bien, ils font de la récupération d'éléments à l'intérieur qui vont stocker. Donc ça veut dire aussi que demain, déconstruire et démolir, ça va demander pas uniquement de travailler avec un gros marteau et puis de tout casser et de tout pilonner, mais c'est au contraire de prélever, de mettre de côté et de réutiliser. Donc c'est aussi une question culturelle, c'est-à-dire que le design d'un espace, d'une époque, va nous revenir pour qu'on le réutilise. Donc ça nous demande aussi de se dire, est-ce qu'on est d'accord d'avoir une salle de bain qui ressemble à celle des années 70 ou 80 ? Mais si on veut être vertueux, on peut se le poser. Donc ça veut dire qu'il faudra faire un travail sur nous-mêmes, un travail culturel, de se dire la sobriété, c'est ça aussi, c'est d'accepter, pas forcément en permanence de la nouveauté, mais réemployer, réutiliser. Et c'est un long chemin. Là, je pense qu'il va falloir faire un travail sur soi très important. Mais j'en reviens aussi sur la question du patrimoine. Pour moi, c'est de se dire comment est-ce qu'on raconte, comment on raconte l'histoire d'un immeuble, d'un bâtiment, d'un espace, d'un cœur de ville, d'un village, des hameaux. Donc le récit du lieu, pour moi, est très important pour arriver à vraiment faire un choix stratégique. Pour nous, les élus aussi, qu'on arrive à se sentir dignes d'avoir pris la bonne direction.
Justement, quand on parle de revitalisation du lieu, les architectes ont vraiment leur part à prendre sur la revitalisation des centres-bourgs, la revitalisation des centres-villes, la densification du milieu urbain. Comment, au niveau de l'ordre des architectes, vous traitez ce sujet? Alors justement, ça, nous, on prône justement d'occuper les sites occupés et enfin de densifier ou arrêter l'étalement urbain. Pour ça, on est accompagné par les CAUE qui accompagnent également les communes dans les PLU, les rédactions des PLU, pour nous permettre de faire cette architecture qui arrête l'étalement urbain. Donc cet étalement urbain, en l'arrêtant, on est obligé de construire sur ce qui existe déjà. Donc c'est en effet chercher des solutions comme de la végétalisation en toiture, comme surélever certains bâtiments. Et ça, on est là, les architectes sont force de proposition pour ça. De même, quand vous avez des friches industrielles, on a énormément de friches sur nos territoires. Et il n'y a rien de plus désolant que de constater qu'on a des bâtiments qui sont à l'abandon et personne n'en fait quoi que ce soit, alors qu'on a des personnes qui cherchent à se loger. Donc les architectes sont là, force de proposition, et il faut absolument qu'on travaille tous ensemble. On va dire qu'actuellement, ce qui nous arrive, c'est sympa. Hein, on se retrouve vraiment pied au mur, hein, à être obligé de se dire, mince, il faut que je réfléchisse différemment, il faut que je vive différemment, et c'est le moment où il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on y aille. Réfléchissons différemment, avançons. On va probablement, à 3 ans, avoir une autre économie et un autre mode de fonctionnement. Et les architectes, on est vraiment très important dans la société. C'est nous qui faisons le paysage. Si une personne n'est pas bien dans son logement, elle va souvent chez le médecin. Bon, là, moi, je suis un peu fatiguée, c'est normal, je la voix baisse. Mais il faut absolument, quand les architectes composent un beau paysage, des beaux bâtiments dans lesquels on circule bien, les gens sont heureux, sont bien et vivent bien la transition qui va se passer et qui est en cours. Alors parfait, donc l'architecte est vraiment, on va dire, au centre, au cœur du projet. On s'est dit aussi, hein, quand on a préparé cette table ronde, que l'architecte était au centre du bien-être, du bien-vivre, ce que vous nous disiez par rapport à l'aspect santé, mais que ce soit sur les logements, que ce soit sur le lieu de travail ou les lieux de loisirs. Les lieux de loisirs, on intervient en fait, réfléchir, c'est notre formation hein, dès le départ, on s'adapte, on se travaille, on ne construit pas pour nous avec un ego surdimensionné, on construit pour les autres, on construit pour adapter des programmes, faire en sorte que les personnes qui vont vivre ces lieux se sentent bien. Donc là actuellement, voilà, on doit changer, on doit évoluer. Nous aussi, on est là pour accompagner ces personnes dans leur évolution. Du coup, ça fait la transition pour boucler la boucle, l'architecte au cœur, mais pour répondre à des besoins des usagers. C'était aussi le message qu'on s'est dit. Oui, en fait, moi j'aime bien séparer les choses. Enfin, il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a la maîtrise d'œuvre. Donc vous êtes maître de l'œuvre pendant un moment, et puis après il y a la maîtrise d'usage. Donc c'est un élément très important. Et surtout dans ces temps où on se dit qu'il faut travailler les bâtiments pour les rendre les plus hermétiques possibles, les plus performants au niveau thermique, il faut toujours avoir en tête quand même la question de la maîtrise d'usage. C'est-à-dire qu'on part d'un bâtiment, souvent quand on fait de la rénovation, là on est sur le sujet de la rénovation, on part d'un bâtiment qui peut être une épave thermique ou tout au moins pas très vertueux, et on veut le rendre le plus économe possible. Mais ça veut dire aussi qu'on va demander un effort important aux usagers qui n'ont pas forcément mis ça dans leur paradigme. Et typiquement, c'est comme si on les faisait passer de la Twingo à la Mercedes, excusez les marques, mais et de se dire sans donner le manuel d'utilisation et d'avoir la capacité de contrôler le véhicule et de bien le gérer et de bien fonctionner avec. Et donc, typiquement cela, je pense que c'est très très important. Et en même temps, ça veut dire aussi de ne pas laisser la main uniquement aux énergéticiens qui font des savants calculs pour vous faire une boîte hyper hermétique avec une usine à gaz dans la partie fonctionnement de la chaufferie, de la respiration, de la ventilation et tout ce qui s'ensuit. Mais quid de la gestion de ces bâtiments dans leur durée et qui, le maître d'ouvrage, le maître de l'ouvrage, est-ce qu'il va être capable de gérer ce paquebot qui aura été organisé de telle et telle manière que théoriquement il doit être très économe. Donc ça, c'est important aussi dans ces questions-là. Enfin, les CAUE, on est un peu là pour questionner la question et dire, attendez, bien évidemment, on a un objectif, c'est d'être
très économe en énergie, mais en même temps, il faut prendre en compte la question du maître d'ouvrage. Demain, quand il aura le bâtiment à disposition, comment est-ce qu'il va le gérer? Quelle va être la personne compétente qui va être capable de bien mener son bâtiment? Et souvent, moi j'entends des maîtres d'ouvrage qui disent on a mis 2 ans pour stabiliser notre bâtiment. Donc ça veut dire qu'on a passé déjà 2 hivers où on a dépensé de l'énergie pas possible parce qu'on n'a pas pu réguler correctement. Alors 2 ans, c'est rien du tout sur la vie d'un bâtiment, mais ça veut dire aussi que sur le moyen et le long terme, il est important de se dire qu'on va donner ça à un maître d'ouvrage. Et deuxièmement, les usagers ne seront pas forcément le maître d'ouvrage. Et ça veut dire aussi que ces usagers-là, qui vont peut-être se renouveler si on est dans du tertiaire ou je ne sais quoi, et même si on est aussi dans de l'éducatif, parce que les professeurs changent et n'ont pas tous la même perception du bâtiment. Donc ça, tous ces éléments-là, c'est très important. Mais on en revient à ce que je dis en chapeau toujours, c'est culturel. Donc l'architecture est une expression de la culture, c'est la loi de 77. Donc remettons de la culture en permanence dans ce sujet-là et pas que de la technique, sinon on n'y arrivera pas. Bah, parfait, merci. Donc on voit vraiment le lien entre l'architecte et l'usager. Ce que je vous propose maintenant, du coup, c'est de reprendre encore un peu plus de hauteur avec la vidéo de Marjolaine. Donc je laisse la technique faire. Chers congressistes, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour mon absence et de devoir vous exposer ma contribution par une capsule vidéo de quelques minutes. Comme vous pouvez l'imaginer ou comme on vous l'a peut-être dit, je suis mobilisée sur plusieurs engagements, notamment internationaux, en qualité de parlementaire d'abord, mais aussi comme présidente de l'Alliance HQE-GBC, des sollicitations qui m'obligent à faire une entorse à ma fidélité pour Energy Meeting, qui est devenu le lieu incontournable où les acteurs pivots de la filière du bâtiment peuvent enrichir leurs expertises et étoffer les réseaux. Donc c'est un rendez-vous que j'ai peu de plaisir à manquer. Je tiens d'ailleurs à remercier l'équipe organisatrice de l'événement d'avoir permis que je puisse m'exprimer par cet enregistrement vidéo. Alors, puisque le thème de cette table ronde est la rénovation bas carbone, je souhaiterais démarrer mon propos en qualité de présidente de l'Alliance HQE, parce que nous avons livré les résultats du projet Net Zéro Carbone Rénovation, le NZC Rénovation, qui porte sur la manière dont la nouvelle réglementation carbone pourrait également s'appliquer aux rénovations. Et je crois que c'est vraiment, pour le sujet d'aujourd'hui, très approprié. Cet outil de recherche NZC, il avait donc 3 objectifs. Présenter un indicateur de temps de retour d'investissement carbone, fournir une hiérarchie de leviers pour une rénovation bas carbone et montrer les co-bénéfices de la rénovation bas carbone, notamment au niveau socio-économique et sur la qualité de vie. Et vous verrez que dans un monde où l'on cherche à se tenir sous la barre des 1,5 degré, l'utilisation de ces informations est vitale en fait pour la prise de décision quotidienne et pour ce faire, l'acculturation massive des acteurs de la construction à ce type de modélisation est essentielle. Concrètement, cet indicateur permet de mesurer le retour sur investissement carbone qui est très utile pour savoir à quel moment il est plus opportun de rénover que de déconstruire ou reconstruire. Dit autrement, cet indicateur, il met sur pied le point d'équilibre carbone qui permet de dire dans quelle mesure les bénéfices de la rénovation compensent l'investissement carbone initial. C'est pas instinctif parce qu'on croit que quand on rénove, forcément, on est plus bas carbone que quand on construit neuf. Et en fait, il faut quand même le mesurer et l'objectiver. L'étude portée par l'Alliance HQE-GBC montre ainsi que si aucune attention n'est portée à cet indicateur, le temps de retour sur investissement carbone peut dépasser 50 ans pour une rénovation du bâtiment. Donc encore une fois, quand on vise les 1,5 degré, ce type d'information est vital et devrait devenir systématique dans notre vie quotidienne et nos décisions stratégiques. Quand vous disposez de ce type d'information, vous êtes capable de hiérarchiser les opérations à effectuer au sein d'un bâtiment. Concrètement, dans cette logique d'économie circulaire, il est possible de savoir ce que l'on garde, ce que l'on réutilise, et ces éléments réutilisés, comment ils peuvent être constitutifs d'un bâtiment. Par conséquent, grâce à ces informations, nous sommes aussi en capacité de mener une réflexion sur l'utilisation de nouveaux matériaux et équipements, ainsi que leur mise en œuvre. Donc, que faut-il installer? Dans quel but? Quand faut-il choisir une technologie low-tech ou alors pas de tech du tout, plutôt qu'une technologie d'efficacité énergétique? Enfin, toutes ces données nous permettent par ricochet d'avoir une réflexion sur les interactions que le bâtiment peut et sans doute doit avoir avec son environnement. Concrètement, il nous est possible de savoir s'il est possible d'augmenter le taux d'occupation du bâtiment, s'il est possible de partager les espaces. In fine, ça permet de mesurer les externalités positives que peuvent avoir une rénovation, comme la réduction des déplacements par exemple.
Cela pourrait et donc devrait même encourager de nouveaux modes de vie bas carbone à l'échelle du quartier. En conclusion sur le NZC Rénovation, je voudrais dire que ce projet de recherche met également en lumière l'évolution du secteur du bâtiment. Si les nouveaux bâtiments sont passés de la réglementation thermique à la réglementation environnementale, on comprend facilement que les projets rénovation des bâtiments vont suivre exactement le même chemin et passer des rénovations thermiques aux rénovations environnementales. Et ce serait là d'ailleurs qu'une étape dans la transition, car de même que les experts du climat ne parlent plus exclusivement de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire réduction de CO2, mais de plus en plus d'adaptation au changement climatique, et bien de la même façon, sans doute dans le secteur du bâtiment, la lutte contre les émissions de CO2, si elle est aujourd'hui la focalisation nécessaire du moment, elle n'occultera pas à long terme tous les autres sujets. D'ailleurs, la crise énergétique actuelle nous le rappelle, tout comme la crise Covid, elle nous a parlé de santé. La transition environnementale, elle est résolument multicritère. D'ailleurs, les aspects du ZAN, le zéro artificialisation nette, et la protection de la biodiversité sont finalement essentiels également. Et d'ailleurs, ils sont aussi, quand on les met en œuvre, des facteurs de réduction d'émissions de CO2. C'est, je crois, le grand défi du secteur des bâtiments dans la transition que d'être rigoureux sur chaque critère tout en cultivant une vision environnementale à 360 degrés. Alors voilà le message que je voulais vous adresser ce matin dans le cadre de cette table ronde sur la décarbonation. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous en adresser un deuxième un peu plus bref sur le sujet de l'énergie. Je serai courte parce que j'ai développé ce point-là dans le livret qui accompagne cette journée de conférence. Mais du point de vue énergétique, il faut avoir conscience d'une chose. Le secteur des bâtiments en France consomme dans son ensemble, tous les bâtiments en France, 700 TWh par an. 700 TWh par an, quand la totalité du parc nucléaire français produit 350 TWh par an, c'est-à-dire 2 fois moins. Donc clairement, le secteur bâtiment, quand il produit de l'économie d'énergie, quand il vise un système zéro énergie ou très basse consommation énergétique à 2050, il a en fait le potentiel d'être le premier producteur d'énergie redéployée français. Dans ce contexte de tension énergétique, je trouvais important de le redire et de le mettre en avant. Parce que ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Le secteur des bâtiments, c'est 2 fois la capacité de production de la totalité du parc nucléaire français. Une raison de plus de considérer que le secteur des bâtiments est une clé de la transition, une chose dont je sais vous êtes toutes et tous convaincus. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle table ronde en compagnie de Joël Beaugrasset et d'Isabelle Dieu, que je salue amicalement d'ailleurs. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de congrès, et puis je vous donne rendez-vous au prochain Energy Meeting. À bientôt. Voilà, merci. On peut, je pense, applaudir Isabelle et Joël, et puis Marjolaine à distance. Voilà, donc là on a eu la partie introductive à cette journée. Donc là,